Et alors, je me présente, mon nom est Luc Tousignan, je suis vice-président aux communications, marketing et développement des affaires à l'École des entrepreneurs du Québec. Et à chaque webinaire, je me rends compte qu'à chaque fois que je fais cette présentation-là, je gère la technique en même temps. Je me rends compte qu'il y a toujours un PowerPoint qui refuse de collaborer. Maintenant, c'est fait, donc vous voyez ma binette à l'écran. Alors, je vous explique un petit peu le déroulement pour ce midi. La présentation va durer approximativement une trentaine de minutes. Ça va être variable selon le niveau d'interactivité qu'on va obtenir de votre part aussi. On s'attend à ce que vous ayez une petite participation légère avec nous pour rendre ça encore plus agréable. Et aussi, vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a une boîte de chat qui est située aussi en haut à droite de votre écran. En rédigeant vos questions, nous, on va pouvoir les lire et puis les rediriger à votre conférencière pour pouvoir tenter d'y répondre. Si on a du temps après la présentation, on va prendre évidemment ce temps-là pour répondre à un maximum de questions. Alors, sans plus tarder, je vais donc procéder à la présentation de votre conférencière pour ce midi. Alors, la présentation s'intitule « Accélérer votre développement comme leader ». Alors, on a l'honneur ce midi d'accueillir Julie Gouin, qui est coach exécutive et partenaire chez Boostalab, puis qui est aussi formatrice en acquisition et gestion d'entreprise chez nous à l'École des entrepreneurs du Québec. Julie, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, une petite introduction avant de commencer. Julie est entrepreneur dynamique. Vous allez voir par son débit et son ton de voix. Je vais d'ailleurs m'assurer de contrôler ce dynamisme-là. Visionnaire vive d'esprit, Julie est une passionnée d'apprentissage et des affaires. Elle accompagne des dirigeants et dirigeantes et dirige des équipes depuis plus de 20 ans. Comme gestionnaire RH, Julie a mené des mandats stratégiques d'envergure dans des contextes ambigus, exigeants et en période de croissance rapide, autant dans les secteurs manufacturiers que des services. Elle saisit rapidement les enjeux d'affaires, que ce soit dans la PME ou la grande entreprise, et est reconnue pour sa capacité à convertir les besoins de développement humain en solutions concrètes à fort impact. Certifiée CRHA et membre en règle de l'International Coach Federation. Julie est coach en gestion auprès de cadres en entreprise. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Julie. Merci, Luc. Très heureuse d'être avec vous ce midi pour jaser leadership, surtout développement de son leadership comme entrepreneur et tous les défis, entrepreneur dirigeant, repreneur potentiel et tous les défis que ça comporte. Parce que diriger l'entreprise, ben, c'est une aventure extraordinaire. Ça nous permet de se réaliser, de suivre des rêves, puis en même temps, ça nous met à l'épreuve quotidiennement sur qui on est comme les deux, autant de soi que des gens autour de nous. Donc, je veux... une des citations qui, pour moi, est très parlante par rapport au développement du leadership, c'est que d'apprendre sur soi et de vouloir se développer, c'est vraiment la marque des leaders. Parce que la première personne qu'on dirige dans notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, plus on se connaît, plus on a envie de se développer, mais plus ça va vite, puis plus on se développe rapidement. Donc, vous, comme dirigeant, vous arrivez certainement de divers horizons, de différents horizons. Certains d'entre vous ont jamais supervisé de personnel ou dirigé une équipe. Donc, ça peut être assez déstabilisant de se retrouver à la tête d'une entreprise quand on part en affaires ou quand on rachète. Certains d'entre vous ont déjà agi comme leader informel dans des projets ou dans de l'implication bénévole ou autre. Donc, on a déjà exercé un rôle de leadership, mais sans autorité formelle. D'autres d'entre vous ont sûrement géré des équipes dans la PME, dans la grande entreprise. Vous aviez accès à des ressources spécialisées, des conseillers RH, de la formation, des choses qui étaient beaucoup plus faciles et disponibles pour vous développer. Donc, comme entrepreneur, ça se peut que vous vous retrouviez seul au point de départ, que l'adaptation soit quand même difficile. Puis dans le cadre d'une reprise, mais vous avez le double défi de vous intégrer à la fois à un nouveau poste, mais également à une nouvelle entreprise, à une nouvelle équipe. Donc, encore une fois, il y a de quoi être déstabilisé. Ou encore, certains d'entre vous êtes déjà dirigeants, puis vous êtes confrontés quotidiennement à vos défis, à vos limites comme leader. Il y a sûrement certaines parties de votre rôle qui vous viennent vraiment très facilement, alors que d'autres vous sortent complètement de votre zone de confort. Peut-être lever la main si ça résonne chez vous, c'est différents contextes, si je parle à la bonne communauté, si on se reconnaît. Personnellement,
moi, j'ai fait la transition, j'ai quitté un poste cadre dans une grande entreprise pour me lancer en affaires et fonder ma boîte de coaching en 2015. Je peux vous dire que ça a été tout un changement de partir d'un environnement où on est entouré d'une équipe, où on gère en voyant tout de suite et quand même assez rapidement l'impact de nos actions, à se retrouver vraiment seul avec soi-même, en train de se proposer, surtout dans les services professionnels, se vendre soi-même. Ça nous confronte vraiment à qui on est comme leader. Et puis, on ne peut pas regarder nulle part d'autre que nous-mêmes et en nous pour savoir comment avancer. Alors, c'est quelque chose que j'ai, dans le fond, pendant 2015. En 2017, j'ai joint l'équipe ici l'automne dernier à l'École des entrepreneurs. Super intéressant comme défi. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est d'être inspiré par les cohortes, les gens qui sont dans ces groupes-là, qui ont tous des projets d'entreprise, qui ont vraiment une vision de ce qu'ils ont envie d'être comme entrepreneurs, et aussi les inviter, parce que moi, j'aime ça, jaser avec le monde, je vais dans les chambres de commerce, puis là, je rencontre des gens super inspirants qui ont fait des belles choses, et je les demande, est-ce que ça vous tente de venir jaser avec les étudiants dans le cours de communication? Et c'est rare que j'ai un nom. Alors, toutes ces belles histoires que j'ai entendues au cours des derniers mois m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai fait le grand saut comme repreneur en faisant l'acquisition de parts dans l'entreprise Boosta Lab au printemps. Boosta, c'est une plateforme web où on trouve des outils simples et concrets pour agir de façon plus humaine et inspirante comme gestionnaire. C'est une mission qui nous inspire beaucoup, moi et mes deux partenaires. On a vraiment le goût de créer plus de bien-être et de bonheur dans les organisations au travers chacune des petites interactions comme gestionnaire. Donc, le développement du leadership, ça nous tient à cœur. Et on croit fondamentalement que pour se développer, il faut qu'on ait envie de se développer. Puis c'est encore mieux quand on tire sur ce qu'on a besoin que de se faire pousser des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vous partage plein de choses qui me passionnent aujourd'hui. Et également, le fait que je me présente à vous pas comme une experte du leadership. Je ne suis pas en train de vous présenter des modèles de leadership. Ça, il y en a en masse, il y en a plein. Je me présente vraiment comme entrepreneur, comme dirigeante de ma propre entreprise avec les défis que ça amène, mais aussi comme spécialiste du développement humain. C'est mon métier depuis une vingtaine d'années. Comme formatrice au programme d'acquisition et gestion, j'ai monté le cours de communication et puis il y a des choses là-dedans qui m'inspirent beaucoup et il y a certaines d'entre elles sur lesquelles j'ai envie de vous donner un petit aperçu aujourd'hui qui sont vraiment des accélérateurs clés. Alors, une autre citation qui m'inspire, c'est le fait que on dirige comme on est. Il n'y a pas un seul modèle de leadership efficace. On est ce qu'on est et c'est le seul point de départ pour nous comme leader. Donc, on peut toujours évoluer puis grandir, mais c'est quand on s'écarte de qui on est profondément qu'on se retrouve souvent dans des situations où on n'est pas bien et on n'est pas efficace. Donc, de venir connecter avec soi-même puis de savoir clairement ses fondements, ses valeurs, tous les ancrages, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ce que je vais vous apporter ce midi, c'est un changement de paradigme. Pour que peu importe la compétence que vous aurez à développer comme leader, que vous soyez capable de faire ça de façon consciente, de façon autonome, pour arriver à vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. C'est dans cet esprit-là que j'ai monté le cours de communication, puis j'ai vraiment le plaisir de vous partager des petites bribes de ça au cours des prochaines minutes. Alors, vous allez repartir à la fin du webinaire avec trois choses. Un aperçu sur les défis de leadership qui sont propres à l'entrepreneuriat, et ça, c'est au sens large. Diriger une entreprise, reprendre une entreprise, démarrer une entreprise. Un regard transformé sur votre propre développement. J'ai regardé vos résultats de sondage, on va les voir tantôt sur qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un obstacle, là, sur quoi vous tirez en premier, puis c'est toujours intéressant de voir c'est quoi nos premiers réflexes. Donc, si je peux créer des nouveaux réflexes chez vous en termes de développement, je vais être super heureuse. Et puis, aussi repartir concrètement avec des outils simples pour que vous puissiez tout de suite passer à l'action puis faire un tour de roue sur votre développement comme leader. Alors, la première question, être crédible, c'est quoi? Parce que vous soyez dirigeant ou que vous envisagez vous lancer en affaires, votre façon d'être et agir comme leader va vraiment directement influencer l'issue de votre projet d'entreprise. Puis ça va asseoir ou non votre crédibilité auprès des partenaires clés. Donc, les partenaires, c'est qui? Bien, c'est vos employés, c'est vos associés, c'est votre conseil d'administration, les investisseurs, les fournisseurs, les clients,
Vous êtes entouré d'un écosystème qui vous accompagne et qui vous supporte dans votre projet. Et la crédibilité est vraiment au cœur de tout ça. Donc, je vous lance la question pour savoir un peu, on part de où? C'est quoi pour vous être crédible? Bien, moi, j'inviterais les gens, pour répondre à cette question-là, d'utiliser la boîte de chat, puis répondez-nous par écrit. On va prendre le temps de lire vos réponses. Pas facile comme question. On l'entend souvent. Alors, il y en a qui nous disent être authentique. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lancer? Soyez pas gênés. On est juste entre nous. Inspirer la confiance. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Difficile d'être crédible quand on n'arrive pas quand on n'est pas intègre avec ce qu'on dit, quand on dit pas on fait pas ce qu'on dit. On a aussi offrir un produit de qualité, être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, super. Maîtriser son sujet. Good. Fait qu'on tourne sur des choses intéressantes. Être sûr de soi, d'avoir de l'assurance dans la façon qu'on se présente. C'est toutes des super réponses. À la base, être crédible, c'est être perçu comme ayant les habiletés à livrer les résultats. Donc, quand on inspire confiance, on inspire la confiance qu'on va être capable de livrer, qu'on a ce qu'il nous faut pour le faire, que ce qu'on dit qu'on va faire, on le fait. Et je vois encore d'autres réponses, se présenter, avoir confiance en son projet. Fait que c'est toutes ces choses-là qui vont dégager cette capacité qu'on a à livrer dans le contexte où on est. Alors, la crédibilité, c'est un des défis quand on est un nouveau dirigeant. Je vais passer à la prochaine, oui. Donc, c'est un des défis importants. Il y en a d'autres parce que c'est juste une des clés pour arriver à devenir un nouveau dirigeant ou d'assumer ce rôle-là pleinement en entreprise. Un autre élément, c'est l'acceptation, d'être perçu comme étant en conformité avec la culture de l'entreprise. Donc, surtout quand on rentre dans une nouvelle entreprise, les gens nous regardent, on va dire, y a-t-il ce qu'il faut, y a-t-il les compétences pour faire ce rôle-là, puis en même temps, mais est-ce qu'il fit? Est-ce que ses valeurs sont cohérentes avec ce qu'on a? Est-ce que ce qui est important pour lui ou pour elle est la même chose que ce qui est important pour nous? Et que ses gestes soient aussi cohérents avec ses paroles. Et ces deux clés qui vont nous amener à devenir légitimes dans notre rôle. Et la légitimité, ça vient vraiment par cette position de pouvoir qu'on acquiert en ayant mérité la confiance des gens, des membres de l'organisation, parce qu'on apporte une contribution significative, qu'on apporte une contribution positive à l'entreprise. Donc, difficile de faire ça si on n'est pas crédible. Difficile de faire ça si les gens doutent du fit avec la culture de l'entreprise. Et c'est à partir du moment où on est légitimé dans notre position d'autorité qu'on peut vraiment exercer des tâches stratégiques, puis posséder le leadership qui est approprié pour remplacer son prédécesseur ou accueillir et leader les gens qui se joignent à l'entreprise si on est en situation de démarrage. Et comment ça se développe, la crédibilité? À la base, en agissant comme leader authentique, c'est une des choses qui est sortie dans vos réponses, cette authenticité, d'être fidèle à soi-même, de ne pas avoir de la distorsion entre ce qu'on se présente, mais de la façon qu'on agit, puis je vais en parler un peu plus loin, et de développer ses compétences en continu. Parce que la crédibilité, c'est assis sur nos habiletés, les compétences pour être capable d'agir de façon efficace dans un contexte qui n'est pas statique. Donc, si on ne se développe pas en continu, à ce moment-là, on reste un peu derrière la vague. Puis, c'est faux de croire que tout ce qui a toujours fait notre succès dans le passé, c'est ce qu'on aura besoin pour ce qui s'en vient. Si je peux me permettre, Julie, aussi, question que tu puisses prendre ta respiration 30 secondes. Dans la partie je dirais, de la crédibilité, aller chercher, quand tu es un acquéreur, un repreneur, par exemple, ou tu es dans un contexte où tu ne connais pas nécessairement le secteur, l'industrie dans lequel tu te trouves, ça doit être quand même assez difficile d'atteindre cette crédibilité-là. Donc, j'imagine la transparence, ça doit être un facteur clé avec l'équipe avec laquelle tu vas travailler. C'est un très bon point. Pour ceux qui ont écouté le webinaire de mon collègue Frédéric Lebel récemment, qui est super intéressant, il parle de ça. Il donne son exemple de « je suis arrivé dans l'entreprise d'acier, je connaissais rien. Puis la première chose que j'ai dit à mon équipe, c'est « je connais rien dans l'acier ». Donc, vous avez tout à m'apprendre. Alors, il y a l'humilité qui rentre là-dedans aussi. Donc, quand je parle d'être authentique comme les deux, puis que ça bâtit notre crédibilité, être crédible, ça ne veut pas dire tout savoir.
Ça veut dire être capable de dire ce qu'on sait, dire ce qu'on ne sait pas, en toute franchise, et puis dire aux gens, donc j'ai besoin de vous, voici ce que j'aurais besoin, moi je vous apporte ça, puis vous autres, ben, je compte sur vous pour les morceaux qui me manquent. Donc, c'est une nuance importante à apporter. L'autre chose aussi qui est importante, qui touche plus les compétences, c'est sûr que quand on veut acquérir une entreprise, disons, puis on veut aller solliciter un dirigeant ou un vendeur, d'arriver sans trop savoir c'est quoi l'entreprise, sans trop savoir c'est quoi l'industrie, c'est sûr qu'on va en manger une claque au niveau de la crédibilité. C'est difficile de refaire ces premières impressions-là. Donc, on se doit de faire nos devoirs. On se doit d'être bien préparé et de prendre le recul nécessaire, de tirer sur l'information dont on a besoin pour démontrer qu'on a un minimum de connaissances et de maîtrise de ce marché-là et peut-être d'arriver avec des questions. Voici ce que je connais, j'ai fait mes recherches, voici ce qui m'intéresse. Mais voici les choses sur lesquelles je me questionne. Ça serait intéressant de vous entendre parler de ça. Comment vous, qui êtes dans l'industrie depuis très longtemps, percevez ce défi-là sur lequel je me questionne. Ça répond à ta question, Luc? Merci beaucoup, Julie. Ouais. Très bien. Super. Si vous avez d'autres questions comme ça en cours de route qui vous popent, n'hésitez pas à les inscrire aussi dans le chat, puis on pourra les poigner au bon. Les poignées, les prendre au bon pour l'authenticité. Hein, ça sort comme vous saviez. Alors voilà, donc je donne un petit aperçu de ce qu'il y a dans le cours de communication, en fait, de la façon que je l'ai monté. Je fais passer les étudiants au travers 3 grosses étapes, en fait. Puis la première, c'est mieux se connaître comme leader. Le cours à la base, c'est communication et outils numériques. Il y a un volet outils numériques qui est présent, mais qui n'a pas énormément de place. Donc, première chose que je me suis demandé, c'est bon, communication, la base, c'est quoi? Puis la base, c'est que nous sommes notre principal outil de communication. Que dans une entreprise, comme dirigeant, notre leadership s'exerce beaucoup par notre moyen de communiquer, soit par écrit ou verbalement, notre façon de transmettre notre vision, nos attentes, les grandes orientations de l'entreprise. Donc, ça m'apparaissait fondamental qu'on parte de je suis qui, moi, comme leader, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quel est mon style de communication, c'est quoi les forces que j'ai, c'est quoi les points de vigilance où ça risque d'accrocher avec les autres, puis de vraiment se donner un tour d'horizon de qui on est comme leader. Je vais revenir dans quelques minutes. Le deuxième morceau, c'est se préparer à négocier. Ce qui est non négociable, pas négociable, mais non négligeable, en fait. On négocie à tous les jours. Mais la négociation, elle prend beaucoup de place, surtout dans une acquisition d'entreprise ou quand on est en train d'approcher des investisseurs. On doit se positionner, on doit arriver à une entente. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de recadrer un peu ce qu'on entend par négocier. C'est quoi une négociation réussie? Souvent, nos modèles sont un peu ce qu'on voit dans l'actualité, qui ne sont pas toujours les meilleurs modèles de négociation. Mais on pense beaucoup au marchandage, à la prise de position, à vraiment des positions très claires et fermes, un peu d'intimidation au travers de tout ça, alors qu'une négociation réussie dans un contexte où on cherche une entente qui est gagnante, mutuellement bénéfique pour les gens, c'est empreint d'humilité. C'est très, très, très lié à la conscience qu'on a de nous-mêmes, à notre capacité de gérer nos émotions dans des situations qui sont très difficiles, puis d'être capable d'adresser des enjeux qui sont liés à la relation, puis d'investir dans cette relation-là pour qu'on arrive à la fin avec une entente, mais également une relation qui est encore soutenable. Surtout quand on achète une entreprise, on veut cohabiter avec les gens qui sont là pendant au moins 1 an pour essayer d'assurer une bonne transition. Donc, c'est sûr que si la négociation nuit à la relation, ça va pas bien. Donc, on ne peut pas négocier puis rentrer puis être efficace dans ça si on ne sait pas d'où on part, nous, comme leaders, si on ne sait pas qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos intérêts dans cet enjeu-là, dans cette négociation-là, et comment avancer. Et finalement, on regarde la communication en situation de gestion, qui est aussi non négligeable. Cette capacité d'inspirer par la communication d'une vision claire qui interpelle, de connecter avec les gens sur le plan émotif aussi. Ça aide à toutes les transitions, les changements que vous aurez à apporter dans le cours de votre carrière. Et aussi pour réussir son intégration en poste. On parle souvent des 100 premiers jours. Ça prend beaucoup de retenue dans les premiers mois, les premières semaines pour pas tout chambouler, pour rester en mode écoute, pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir justement assurer sa légitimité
et commencer tranquillement à œuvrer les changements qu'on souhaite apporter à l'entreprise. Donc, je ne pourrais pas évidemment vous faire le cours au complet aujourd'hui, c'est pas ça le but, mais j'aimerais mettre l'accent plus sur le premier point ce midi, parce que mieux se connaître comme leader, c'est un accélérateur de développement et c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Alors, il y a 2 clés pour mieux se connaître comme leader. La première, c'est la réflexion individuelle. Fait que comment on apprend à mieux se connaître comme leader? Mais il faut s'arrêter un moment, puis il faut y réfléchir. Puis, il ne faut pas juste réfléchir dans le vide. Il y a des choses concrètement qu'on peut aller dégager pour se faire un portrait de qui on est. J'ai parlé un peu des valeurs tantôt. Ça peut être un peu abstrait pour des gens, mais des valeurs à la base, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui vient me chercher quand c'est pas là, quand c'est atteint? Parce que souvent, derrière une émotion, qui est un peu comme un check engine, regardez en dessous du capot, il y a quelque chose qui se passe, il y a une valeur qui est atteinte, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Donc, de bien connaître ces valeurs, ça nous permet de choisir la bonne entreprise avec laquelle on veut travailler, mais également de connecter sur un autre niveau avec les gens aussi avec qui on travaille. Donc, ça, c'est une des bases. La vision, à quoi j'aspire. Tu sais, dans 10 ans, là, si je gagnais une médaille d'or, ça serait pourquoi? J'aurais réalisé quoi dans ma vie? C'est quoi les besoins fondamentaux que j'ai? Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me drive à tous les jours, qui me motive? Et vraiment, par rapport à mon rôle de dirigeant, mais quelles sont mes forces, mes faiblesses, les zones de vigilance auxquelles je dois être consciente pour être capable de bien avancer. C'est ce que j'appelle un peu les ancrages. Tu sais, qui je suis comme leader, dans quoi je suis enracinée, puis contre vents et marées, qu'est-ce qui va me garder debout? Parce que comme dirigeant, comme entrepreneur, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Parce qu'il y a des bouts qui sont quand même assez émotifs, puis ça peut être extrêmement confrontant. Il faut savoir pourquoi on est aussi engagé dans ce projet-là. Donc, ça vaut la peine de se le dire au point de départ, de l'écrire, de le rendre visible et de le revisiter sur une base régulière pour qu'on puisse continuer à évoluer. Je vais respirer 2 petites secondes. Écoute, prends le temps effectivement de prendre une bonne gorgée d'eau pendant que je demande aux participants de bien vouloir utiliser la boîte de questions, la boîte de chat pour rédiger vos questions. On aimerait effectivement pouvoir vous lire. Et puis, effectivement, soyez pas gênés, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra interrompre à tout moment ou les garder vers la fin. Parfait. Donc, on passe à la deuxième clé, en fait, pour mieux se connaître comme leader. Et ça, c'est le feedback. Parce qu'on parle, on peut réfléchir autant qu'on veut sur qui on est comme leader, puis se faire plein d'autodiagnostics. Ultimement, on a besoin de confronter ça un peu au regard extérieur, parce que comme leader, on se lead soi-même, c'est bon, mais aussi on lead des gens autour de nous. Et puis, c'est important de savoir quelle perception on dégage. Puis, est-ce que ce que je crois, moi, c'est réellement ce qui se passe? Est-ce que les gestes que je pose sont en cohérence avec ce que je pense que ça donne comme résultat? Donc, important d'aller valider ces perceptions avec des gens. Et ça se fait au travers le feedback. Souvent, on a des angles morts. Il y a des choses que les gens savent de nous, que nous, on ne sait pas encore. Puis la seule façon d'aller voir ces zones-là, c'est de poser la question à des gens de confiance qui sont de bonne foi, qui sont bienveillants puis qui veulent nous aider à avancer dans la vie. Vous en avez certainement autour de vous. Donc, c'est les premières personnes à qui on peut aller voir. Avec un peu de courage, on peut aller voir aussi les gens dans notre équipe, ouvrir la porte aussi, demander du feedback sur des choses précises que vous essayez d'améliorer ou sur certaines compétences peut-être où vous n'êtes pas sûr. Je pense que c'est comme ça, mais je n'ai pas trop d'exemples, puis je ne suis pas trop sûre, fait que ça vaut la peine d'aller demander. Je dis éviter la défense parce que le plus grand frein à l'apprentissage, puis le plus grand dérailleur des carrières de leader, c'est la défense. C'est le point, à un moment donné, où on s'arrête et on est en train de défendre des croyances, des choses sur lesquelles on est convaincu que c'est comme ça que ça marche, on l'a toujours fait comme ça, et on protège, on se met à protéger ce qui a fait notre succès dans le passé, même si ça n'a plus sa place, même si c'est plus adapté à ce qu'on vit, puis aux besoins de la situation actuelle. Donc, le feedback, de prendre l'habitude d'aller chercher du feedback, mais aussi de s'arrêter un moment puis d'entendre le feedback, de l'écouter vraiment jusqu'à la fin. Vous allez sûrement vous reconnaître, mais quand on reçoit du feedback, on a quel réflexe d'habitude?
de s'expliquer. Ah oui, ben là, c'est à cause j'ai fait ça à cause de cette temps, on réfléchit à haute voix ou on essaie de justifier. Il y a un petit fond de défense là-dedans. Donc, moi, je vous lance le défi de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Et si vous avez des interactions à faire, c'est, si je comprends bien, voici ce que tu es en train de me dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est là, vous n'êtes pas obligé d'exprimer votre accord. Vous pouvez juste le recevoir et vous dire, OK, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec moi. Je vais y réfléchir, puis je vais voir comment je peux travailler ça ou comment je peux te revenir là-dessus. Ou donnez-vous un peu d'espace pour vraiment y penser. C'est quoi le fond de vérité dans ça? Qu'est-ce qui n'est pas vrai finalement, qui ne me ressemble pas? Puis après ça, vous êtes capable de l'intégrer. Fait que ça, c'est un élément important. Puis pour ceux qui œuvrent dans le domaine, en fait, c'est de plus en plus présent, tout ce besoin d'être agile, ce besoin d'être en mode essai-erreur, fail fast and cheap, on avance, on fait des prototypes minimalement viables pour aller tester l'environnement, puis se réajuster, etc. Mais le même principe s'applique à notre développement. On ne pourra pas être parfait au premier jour. Donc, à partir du moment où on décide qu'on veut se développer, ben, partez avec des petits pas. Lancez-vous, essayez. Et le feedback va être une des clés pour être capable de vous réajuster par la suite. Donc, vous allez faire quelque chose, vous allez essayer. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va marcher moins. Mais vous allez recevoir, être capable de lire le feedback de votre environnement beaucoup plus aisément si vous prenez l'habitude d'aller en solliciter sur une base régulière. Donc, les deux bases pour mieux se connaître comme leader, c'est vraiment ça, d'être capable de faire une réflexion profonde sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi je suis dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qui me drive, qui me motive à tous les jours quand je rentre, et puis sur quoi je suis ancrée. Puis après ça, ben, de venir valider tout ça, puis constamment être à la recherche de feedback pour être capable de se réajuster progressivement, pour pas avoir à donner des gros coups de barre plus tard dans notre carrière parce qu'on se sent complètement en décalage avec ce qu'on vit au quotidien. Donc là, la grosse question après, c'est ben, comment on fait pour se développer en accéléré? Parce que là, c'est beau, on a de la réflexion, on se connaît mieux comme leader, on va chercher du feedback, mais là, on veut que ça aille plus vite, là. Parce que là, je vis des choses aujourd'hui, c'est difficile. Comment je fais? Alors, dans l'inscription, on vous a lancé la question. C'est quoi votre premier réflexe quand vous avez quelque chose à développer? Donc, vous avez des résultats à l'écran que je trouve vraiment intéressants. Demander conseil à un collègue, une connaissance à 12%. Les gros, vraiment, c'est faire des recherches sur le web pour les meilleures pratiques. Je saute dans l'action puis je fais de mon mieux. Super pour l'agilité. Aller chercher du feedback. Mais expérimenter, c'est une des grandes clés. Et puis, solliciter l'appui de coachs, mentors, consultants. Encore là, c'est bon, ça, parce que c'est dans l'esprit d'aller chercher du feedback, d'être capable de rebondir des choses, puis de juste s'entendre parler des fois, s'entendre verbaliser notre pensée, ça la rend plus concrète, ça la rend visible. Des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas vues si on était juste resté dans notre tête. Puis des fois, ben, on a juste le goût de tolérer, d'attendre que ça passe, puis se cacher en dessous d'une roche. Fait que je reconnais le courage de la personne ou les personnes qui ont répondu ça. Puis le réflexe, comme je vois, c'est pas de s'inscrire nécessairement une formation sur le sujet. C'est pas le premier réflexe. C'est toutefois un complément vraiment important, intéressant à vos efforts de développement. Alors, je reviendrai à, dans le fond, les bases. Votre développement va passer ultimement, comme par une règle de base, là, que 70% de votre développement dans votre carrière, dans votre vie de dirigeant, va passer par les expériences que vous allez vivre. Donc, tout ce que vous faites à tous les jours dans votre travail, les défis qu'on va vous lancer, les grosses transitions que vous allez faire, les moments de grand déséquilibre vont être très riches en apprentissage et vont contribuer énormément à votre développement. Donc, sauter dans l'action, c'est une bonne stratégie. Puis, ça couvre peut-être 60% de vos besoins de développement. Le compagnonnage, exposure, coaching, tout ce qui est l'apprentissage social avec des pairs, avec des gens qui nous entourent, que vous avez ciblé, des mentors, des coachs, ça nous permet justement de prendre un peu de recul sur notre situation, de faire du sens de ce qu'on est en train de vivre, d'aller chercher des perspectives différentes sur notre situation et de recadrer un peu ce qu'on vit.
Et il y a 10% qui provient de la formation plus formelle. Donc, des connaissances acquises, des nouvelles informations qui viennent nourrir ce qu'on fait à tous les jours, qui viennent informer notre pratique, notre démarche, notre façon de faire. Et ça peut prendre la forme d'une formation comme on a ici à l'École des entrepreneurs, qui est très fondée sur des projets réels, concrets, mais en même temps qui apportent des connaissances au niveau de la stratégie de recherche d'entreprise, de la comptabilité, de la gestion financière. C'est toutes des choses qui viennent compléter des expériences qu'on peut avoir dans un travail. Ça peut également être des lectures, des articles, des outils pratiques qui nous amènent un angle nouveau. On va vous en présenter quelques-uns à la fin. Donc, pour se développer en accéléré, bien, on apprend à bien apprendre dans ces zones-là, dans ces sphères-là. Et une des clés aussi du côté de l'expérience, c'est d'être capable de prendre du recul. En fait, je vais en parler tantôt sur ce point-là. Si tu permets, Julie, oui. J'aurais quasiment envie de demander à nos participants peut-être de nous écrire un exemple ou deux par catégorie, peut-être un exemple d'expérience qu'ils pourraient nous suggérer. Ça nous permettrait de prendre une petite pause en même temps. Alors, je demanderais, vous, qu'est-ce que vous en pensez, chers participants, comme exemple? Qu'est-ce que vous verriez comme exemple d'expérience qu'on pourrait regarder? Je vous prends en train de manger votre pointe de pizza, n'est-ce pas? Je vous laisse quand même regarder ça. Si vous avez d'autres exemples au niveau compagnonnage aussi ou formation, on peut lancer ça en vrac, question de pas trop se formaliser avec le tout. J'ai juste envie d'avoir votre feedback, justement, par rapport à ce que vous voyez comme exemple. T'en aurais-tu, Julie, à nous suggérer peut-être? Oui, mais je vais le garder pour la fin, si Parfait. t'es d'accord. Ben, je suis d'accord. Je vais vous soumettre quelque chose d'un petit peu plus concret, ça va vous aider, puis on va essayer ensemble de générer des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se développer plus vite en essayant de développer une des compétences que vous avez soulignées dans l'inscription. Parfait, on garde ça, puis on revient un petit peu plus tard. Alors ça, c'est la base. Mais là, je vous montre une image que j'adore. Au-delà de tout ça, des formations, de compagnonnage, des expériences, etc., à la base de notre développement, c'est le déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de développement. Donc, si c'est un beau petit fleuve tranquille devant vous et que vous avez des grandes ambitions de vous développer comme leader, puis d'accéder à de grandes choses, ça se peut que ça soit plus long. Parce qu'il faut que ça bouge, que ça brasse un peu pour qu'on soit capable d'apprendre. Donc, le déséquilibre, c'est un état déplaisant, il faut se le dire. C'est pas plaisant d'être en déséquilibre, qui se produit quand on est incapable d'intégrer une nouvelle information ou une nouvelle expérience dans nos schémas mentaux actuels. C'est un peu théorique, je vous ramène ça à un exemple hyper pratique, hyper concret. Vous êtes petit, vous êtes dans votre voiture avec vos parents, et là, maman, vous êtes dans des chemins de campagne, et maman tourne à droite et dit « Oh, regarde, c'est une vache ». Là, vous voyez un gros animal blanc avec des taches blanches qui broute. Vous dites, ah, non, ça, c'est une vache. Parfait. Donc, on continue notre chemin. Un peu plus tard, maman regarde à gauche puis elle dit, ah, regarde, c'est une vache. Et là, vous voyez une vache brune. Mais là, ça marche pas, là, parce que dans votre tête, c'est pas ça. Tu sais, il dit, non, une vache, c'est blanc, ça a des taches noires. Donc, à ce moment précis, vous avez un choix. Vous avez le choix d'accueillir cette nouvelle définition de ce qu'est une vache, qui ça peut être également brun, et là, votre conception de ce que c'est vient de s'élargir. Ou vous pouvez dire, ben non, c'est pas ça, rayez cette information-là et poursuivre sur votre chemin en croyant encore et toujours qu'une vache, c'est blanc avec des taches noires. Mais des vaches brunes, là, on en a dans notre environnement à tous les jours. Il y a toujours, régulièrement, une information contradictoire qui s'en vient et qui vous confronte à ce que vous croyez profondément. Et le moment où vous allez commencer à accueillir ces informations comme étant potentiellement valables, potentiellement complémentaires à ce que vous connaissez déjà, ça va élargir votre champ de vision et là, vous allez commencer à faire des grosses boucles de développement. Alors, le choix, ultimement, ça vous revient. Vous pouvez choisir de dire non, la vache brune, c'est pas ça, puis de continuer votre chemin. Mais si vous décidez d'aller dans ce sens-là, ça se peut qu'à un moment donné, vous vous retrouviez un petit peu seul sur votre île, dans un environnement qui a changé complètement. Et vous n'aurez pas eu l'occasion, vous n'aurez pas saisi les occasions de vous ajuster au fur et à mesure. Donc, la grosse question que j'ai pour vous, qui est un gros accélérateur, c'est quand la dernière fois vous vous êtes senti sérieusement déstabilisé?
Parce que c'est dans ces moments marquants dans notre vie qu'on a le plus grand potentiel d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui est déstabilisant pour moi présentement? Oui, Daniela, mais j'espère que ce n'est pas à cause de nous, là, toujours. C'est bon. On amène des choses nouvelles. Alors, quels ont été justement ces moments marquants-là dans votre vie qui vous ont mis en déséquilibre? Qu'est-ce que vous avez appris de ces situations-là? Ça vous amène où aujourd'hui avec votre développement? De vous arrêter à ces questions-là au point de départ, en période de stress, ça peut être déstabilisant également aussi. Merci, Nora. Donc, les stress sont générés par plein de différentes choses, puis notre réaction est différente avec tout le monde. Une fois que vous aurez fait l'exercice de savoir qu'est-ce qui me déstabilise, c'est intéressant de voir, est-ce que ça vient de l'extérieur, ce qui me déstabilise? Combien de ces moments-là dans ma vie j'ai provoqué? Parce que c'était un fleuve tranquille, puis parce que je voulais apprendre, puis aller plus vite pour me développer. Je vous laisse sur cette grosse question pour la suite. Mais il y a des choses que vous pouvez faire concrètement pour accélérer votre développement et je vous en donne des pistes ici. La première, on a parlé, solliciter du feedback, rester ouvert et écouter, prendre des risques et expérimenter, sauter dans l'action, se déstabiliser délibérément pour essayer des choses. Ça fait partie de la game. On ne va pas faire des gros sauts et se développer rapidement si on reste confortable. Challenger le statu quo, accepter les vaches brunes qui arrivent dans votre secteur, introduisez-en des vaches brunes dans votre équipe, dans votre chemin de pensée, lisez des choses, essayez de vous convaincre de quelque chose qui est complètement opposé de vous-même ou de ce que vous croyez pour voir s'il n'y aurait pas peut-être un brin d'information pertinente pour recadrer votre perspective. Donnez-vous le droit à l'erreur. On l'entend beaucoup. Puis on entend aussi beaucoup, ben non, je peux pas, moi, dans mon environnement, on peut pas, on n'a pas le droit à l'erreur, la culture autour de moi, c'est pas permis, etc. Moi, je vous lance le défi de vous négocier une zone d'expérimentation où vous avez le droit à l'erreur. Ça se fait, aller voir dans son patron pour dire, tu sais, là, je sens que j'ai à développer telle affaire, là, puis j'ai le goût de m'investir là-dedans. Puis là, je veux expérimenter, je veux faire telle chose. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça se peut que ça boite, là, puis ça se peut que je trébuche, puis j'aimerais savoir ton feedback, puis de négocier cet espace-là et de l'offrir également à votre équipe. Prendre du recul. La réflexion, c'est un incontournable pour apprendre. Sans réflexion, il n'y a pas d'apprentissage. C'est comme le déséquilibre. Vous pouvez vivre plein d'expériences dans votre vie, apprendre rien ou apprendre les mauvaises choses parce que vous n'avez pas pris du recul pour faire du sens de ce que vous étiez en train de vivre. Et ça prend pas plus que des fois 5 ou 10 minutes pour prendre suffisamment de recul pour comprendre qu'est-ce que je viens chercher de ça. Je me sens déstabilisée, time out, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui vient chercher chez moi? Je ressens quelle émotion? Qu'est-ce qui est en arrière de ça dans le capot? Partager ses prises de conscience avec les autres. Quand on allume sur des affaires, oh my God, j'avais jamais vu ça de même, etc., partagez-le. Tout le volet social collectif est super profitable, puis ça nous permet aussi de faire des plus grands pas que si on avançait tout seul. Exemple concret, on peut lire un livre dans notre salon puis en tirer des apprentissages. Mais si on décide en équipe qu'on lit un livre sur les affaires ou sur quelque chose qui nous inspire, que tout le monde apporte un peu son grain de sel, mais vous allez avoir 5 ou 6 regards différents sur la même matière, puis ça va vous permettre d'aller chercher encore plus dans cette lecture-là que si vous l'aviez faite tout seul. Plein d'autres exemples de ça aussi. Et un autre gros, avoir le courage de désapprendre et de tolérer l'inconfort, de ne pas rester accroché et de ne pas défendre justement ces choses qu'on croit comme étant vraies, mais qui ne sont plus pertinentes, qui ont toujours fait notre succès, puis d'être capable d'aller au-delà de tout ça. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose comme outil? Je vois un commentaire de Vanessa. Souhaites-tu que je le lise? Ben oui. Peut-être, oui, Vanessa qui nous partage. Pour savoir si j'avais ce qu'il fallait pour un poste à plus grande responsabilité, j'ai demandé à différents collègues comment ils me percevaient et ce qu'il me manquait ou ce que j'avais comme aptitude pour y parvenir. J'ai été surprise d'apprendre des choses que je ne savais pas sur moi-même. De là, je me suis mise à travailler là-dessus. Sur le moment, on est déstabilisé. Oui, mais bravo pour ton courage d'avoir accueilli ça, d'avoir vu ce que tu n'avais pas vu peut-être. C'est l'élément de surprise. Si on peut se sauver de ça ou on peut rester un peu plus longtemps, rester dans ce déséquilibre-là. Puis ensuite, ça nous ouvre des portes justement sur lesquelles on peut travailler. Fait que c'est un super bel exemple.
Ensuite, j'apprends à me donner du temps et le droit de me tromper. Et le perfectionnisme, des fois, hein, ça c'est un de mes défis à moi aussi. J'apprends à demander de l'aide, à me lancer dans des nouvelles expériences, formations, etc., bénévolat. Ça se passe pas juste au travail, le développement. Fait que des beaux exemples aussi, là, avec le bénévolat, on vit des expériences qui sont tout à fait transférables à nos rôles de dirigeants. Super! Alors, on va continuer, c'est bon, c'est riche, on va les prendre au fur et à mesure. Donc, dans les outils, ce qu'on vous propose, le premier, c'est pour aller plus loin dans la petite réflexion que je vous ai fait faire sur le déséquilibre. Il y a un outil qui est gratuit sur la plateforme boostalab.com qui s'appelle « Comment se déstabiliser pour accélérer son développement ». Ça s'appelle le plan de déstabilisation. C'est drôle, c'est pas un plan de développement, c'est un plan pour vous mettre en déséquilibre ou pour voir le déséquilibre comme une occasion d'apprendre. Donc, la première étape, le bilan, c'est vraiment ces moments marquants-là, puis qu'est-ce que j'ai appris. 5 minutes, généralement, on peut faire un bon tour de roue là-dessus. Et le deuxième, on l'appelle l'amorce. Ça, c'est vraiment partir de ce qui est dans son assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me demande de faire ou qu'est-ce que j'ai à livrer dans les 12 prochains mois? Il y a probablement tout ce que vous avez besoin comme expérience confrontante pour vous développer. Donc, choisissez le top 3 plus grosses affaires, les plus gros morceaux dans votre assiette. Et là, il y a des petits bonhommes. Est-ce que je me sens super bien là-dedans, top, full en confiance, ou est-ce que, ouf, ça me fout la chienne sérieusement? Et j'aime la citation de Randy Zuckerberg qui est citée dans l'outil. Essayez de faire quelque chose à chaque année qui vous fout la chienne. C'est-à-dire, si vos nerfs ne vous ont pas fait ressentir le besoin de vomir à un certain point au cours de votre carrière, c'est que vous ne vous êtes pas assez poussé. On s'entend que c'est dans l'extrême, on ne veut pas vous vomir à tous les jours, mais ça vous donne une idée de à quel point ça peut être inconfortable et épeurant de rentrer dans ces zones-là. Mais sachez que vous allez en sortir tellement grandi et à une vitesse tellement plus rapide que si vous essayez de le contourner puis d'y aller autrement. Fait que si vous sautez dans l'eau puis vous dites « OK, je vais le vivre ça va être intense, je choisis d'aller là-dedans », et je choisis surtout d'apprendre quelque chose au travers de ça. Fait que c'est une chose d'avoir un plan de projet de ce que je vais livrer, mais c'est important aussi de dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je vais apprendre? Comment je vais me développer au travers de ces projets-là? C'est une distinction extrêmement importante qu'on vous aide à faire ici en choisissant une de ces mandats-là et en disant qu'est-ce que je veux apprendre en vous fixant un objectif d'apprentissage. À partir de votre objectif, là, il faut générer un paquet d'idées avec cette idée de 70-20-10, le ratio de développement, de dire, OK, quel genre d'expérience je peux me faire vivre? Tu sais, si c'est exemple influencé. Puis là, j'arrive à l'exemple, en fait, je suis rendue là, non? Je pense que oui. On va passer à la prochaine diapo. Et voilà. Alors, parmi les priorités de développement que vous nous avez soumis, vous les voyez ici, peut-être que vous allez vous sentir un peu moins seul en voyant que vous n'êtes pas les seuls à avoir envie de développer votre pensée stratégique ou vos relations personnelles et votre influence. L'influence, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent parce que c'est un défi. C'est un défi d'agir dans un contexte où on a un rôle d'autorité, mais c'est aussi un défi quand on n'en a pas. Alors, si, à la question de Luc de tantôt, je prendrais cet exemple-là pour dire si notre objectif à nous, c'est, exemple, d'améliorer mon influence, que j'ai des partenaires à influencer ou j'ai des investisseurs à convaincre d'embarquer dans mon projet et puis j'ai besoin de les influencer pour qu'ils adhèrent. Quel genre d'expérience je pourrais prévoir pour me développer, pour développer mon expérience? Pour développer mon influence, pardon. Fait que là, je vous lance la question pour qu'on génère un petit brainstorm en équipe. Il reste encore 15 minutes, on a en masse de temps pour faire ça ensemble, là, puis aider le 20% des gens qui sont en ligne qui veulent développer leur influence. Je vais partir le bal. Parler devant un groupe, c'est difficile pour moi. Exemple. Faut que j'influence, mais de me présenter devant un groupe d'investisseurs potentiels pour faire mon pitch, ça me stresse. Je trouve ça vraiment difficile, donc je suis moins efficace dans mon influence. Donc, pour développer mon influence, je sais que je dois devenir meilleure dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire avant de me rendre devant les investisseurs pour expérimenter, pour recevoir du feedback, pour apprendre, puis m'améliorer jusqu'à ce que j'arrive dans ce moment critique où je dois vraiment influencer au travers de mon pitch? Des idées? Soyez pas gênés. Boîte de chat, une petite idée.
Avez-vous des amis de la famille? Ça peut être un terrain, le fun, pour se pratiquer avec notre pitch. Des voisins, des gens autour de vous là, qui ne connaissent pas trop votre projet, mais où les enjeux ne sont pas importants. Parce que c'est sûr que l'enjeu d'aller chercher le win avec les investisseurs rajoute un niveau de stress. Fait qu'il vaut mieux se pratiquer dans un terrain qui est un petit peu plus confortable, mais qui déstabilise quand même un peu parce que vous avez un temps donné, vous donnez des conditions qui sont peut-être un peu semblables. Donc, vous pourriez prévoir progressivement des pratiques où vous présentez, vous faites votre pitch. Vous pouvez vous donner le défi de le faire devant le miroir une fois par jour. Se permettre de faire des erreurs, mais essayer de faire... attention, là, ça déboule. Faire devant des gens qui peuvent nous donner du feedback. Exactement, oui, merci Daniela. Écrire son pitch pour se pratiquer à le synthétiser, le résumer, effectivement. Merci Sophie. Fait que la préparation, on vaut pour beaucoup dans une question d'influence. On pense que, en fait, influencer, aller à la base, c'est une négociation. On essaie d'influencer la position de l'autre pour qu'il adhère à ce que nous, on veut, même si on n'a pas d'autorité avec cette personne-là. Donc, tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est influencer. Donc, il faut se préparer. C'est quoi les messages clés? Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Mais surtout, l'autre personne que j'ai envie d'influencer, elle est où? Qu'est-ce qu'elle croit déjà, elle? Qu'est-ce que je veux qu'elle croie à la fin quand j'aurai fini de communiquer ce que j'ai à y communiquer? Donc, il faut savoir, nous, on est où, d'où on part, qu'est-ce qu'on veut à la fin de la rencontre, mais il faut également se mettre dans les souliers de l'autre à l'autre bout, qui est un gros exercice d'empathie qu'on néglige parfois de faire. Souvent, pour influencer, on part, du moins moi, mon expérience, ça a été de partir des fois sur le mérite de ma bonne idée. Ça a ses limites. Il y a Jolène aussi qui ajoute faire une recherche sur les personnes qu'on veut rencontrer aussi. Oui, tout à fait. Bel exemple d'empathie. On peut inférer ce qu'on pourrait penser où ils sont, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on connaît d'eux? Qui les connaît? Qui pourrait nous informer un peu sur qu'est-ce qui est important pour eux? Si c'est des gens qui sont prédominants dans l'actualité puis qu'on les voit interagir souvent, essayez de voir c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qu'il dégage dans son message qui est important pour lui. Tiens, les exercices qu'on avait fait dans le cadre du cours, on avait regardé une petite capsule vidéo de M. Bouchard à la tête de Couche-Tard qui commentait sur la légalisation de la marijuana avec Gérald Filion. Puis, à un moment donné, on touche sur... Il y avait des commentaires sur la mondialisation puis la croissance dans ses affaires, desquels on pouvait dégager vraiment... ce qui est important pour lui, c'est les affaires, c'est de générer des revenus, c'est l'aspect rentabilité de son entreprise. Elle est centrale. On ne fait pas rien juste pour le faire, on le fait parce qu'on est là pour faire de l'argent. Et c'était quelque chose qui était assumé dans son discours. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on sait que c'est important pour lui. Fait que si moi, j'ai à venir influencer M. Bouchard, ben c'est sûr que je vais arriver prête à faire avec des chiffres qui démontrent clairement une rentabilité. Il parlait ensuite, pour la légalisation de la marijuana, c'était le fait que le gouvernement avait dit que c'était de banaliser de le mettre dans les couche-tard. Et toute son énergie a changé. Il est devenu plus émotif sur le fait que ça avait affecté, dans le fond, sa crédibilité, pas la crédibilité de lui personnellement, mais la crédibilité de l'entreprise, qu'ils étaient responsables. Ça l'avait insulté, en fait, parce qu'il gérait déjà des produits contrôlés. Fait que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec tout le contexte de la discussion, ce qu'on pouvait voir, c'est quand il y a eu une émotion, il y a quelque chose d'important pour lui qui était l'intégrité. On fait ce qu'on dit qu'on va faire, on le gère de façon responsable, donc pourquoi on ne nous fait pas confiance par rapport à ça? Donc, essayez de voir chez les gens que vous côtoyez, chez les gens que vous devez influencer, quand tu écoutes leur discours, c'est quoi leur trigger? Qu'est-ce qui les déclenche? Puis qu'est-ce qui est derrière ça qui est vraiment important pour eux? Peut-être pour conclure là-dessus, il y a Jolène qui remet en perspective un peu les choses en disant on a souvent tendance à les voir plus grands que nous, mais au fond, on est tous des humains, il faut se percevoir d'égal à égal. Tellement, tellement. Belle posture, ça, dans laquelle arriver. Et ça, ça prend de la confiance, de l'humilité aussi. C'est un bel exemple de leadership authentique. Excellent, super. Pour vous aider pour la suite en termes d'outils, on vous propose en échange de
Ben, en échange, très, très simple, une petite collaboration de votre part quand vous allez quitter le webinaire. Tantôt, on n'a pas terminé encore, il nous reste encore quelques petites minutes, là, mais on aimerait évidemment vous demander votre feedback aussi. Fait que ça tombe bien. Hein? On aurait besoin effectivement d'avoir votre appréciation sur comment s'est déroulé le webinaire pour vous aujourd'hui. Donc, en complétant ce webinaire-là, en quittant la plateforme lorsque vous le ferez, systématiquement, vous allez voir un court sondage. Ben, en échange, on va vous faire parvenir à ceux qui l'auront complété cet outil, comment demander et recevoir du feedback. Super. Fait que c'est encore là, des fois, c'est beau de le dire, aller chercher du feedback, mais c'est pas toujours facile. Puis les gens, c'est pas toujours facile pour eux de nous donner du feedback non plus. Donc, quand on se prépare puis qu'on sait ce sur quoi on veut du feedback, on est précis dans notre question aux gens, mais on risque d'avoir du feedback qui est plus pertinent pour nous puis faciliter la tâche pour les gens. Alors voilà. Je viens juste de réaliser, en fait, que quand on faisait notre brainstorm de plan de développement, on est resté beaucoup dans les expériences, le 70% du développement. Donc, ça, il y a un risque. Quand vous êtes en train de générer des activités de développement pour accélérer l'atteinte d'un objectif d'apprentissage, n'oubliez pas aussi d'inclure qui peut m'aider. Fait que je ressors du feedback de qui? Est-ce que j'ai des exemples, des modèles dans mon entourage d'influence? Je peux les observer. Je peux aussi aller peut-être les solliciter, leur demander c'est quoi leur truc? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux pour aller chercher des trucs? Fait que ça se retrouverait dans le 20%. Et en termes d'influence, dans le 10%, c'est clair que vous pouvez, il y a des livres, il y a des bons livres sur, notamment de Dale Carnegie, qui est comme le classique là, sur comment se faire des amis et influencer, mais il y en a d'autres aussi sur la négociation, qui est très près de l'influence. C'est d'ailleurs l'angle qu'on prend dans le cours de communication à l'école des Brouillane d'action et gestion d'entreprise, l'influence, on la travaille au travers le processus de négociation, puis comment on se positionne dans une situation où on n'a pas d'autorité, puis on a à convaincre du bien fondé mutuel, en fait, d'une alternative. Sinon, vous avez plusieurs petits outils auxquels vous pouvez vous référer. Tantôt, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le réflexe d'aller sur le web pour aller chercher des outils. Moi, je vous encouragerais à premier stop avant d'aller sur le web général, sur Boosta, pour voir s'il y a des outils qui se rapportent à vos besoins. Il y en a d'ailleurs sur la pensée stratégique, sur prise de décision, l'influence, il y en a deux super intéressants sur la cartographie. Mais c'est des bonnes bases. Il y a des très bons articles qui peuvent compléter notre réflexion sur l'influence puis nous donner des idées sur ce qu'on pourrait mettre dans notre développement. Voilà. Merveilleux. On a encore peut-être une petite minute ou deux pour prendre vos questions. Si vous le souhaitez, c'est une belle opportunité là, pour vous de peut-être poser une ou deux questions à Julie avant de terminer le webinaire. Donc, vous pouvez toujours rédiger comme vous l'avez déjà fait depuis le début de cette présentation-là en la rédigeant dans la boîte de chat. Peut-être pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, d'un point de vue expérience de repreneur chez Boostalab, toi, ton défi, ça a été quoi exactement? Ah, mon dos. Mon défi, en fait, ce qui était le fun avec l'expérience Boostalab, c'est que la confiance, elle était extrêmement bonne. On a des bases de confiance très, très, très fortes entre les partenaires. Donc, on avait besoin chacun d'avoir une vigilance aussi sur notre due diligence. Ça peut être un piège, ça aussi. Donc, de bien faire ses devoirs, de bien se préparer. Un des défis pour moi, comme dans la négociation, ça a été le fait que j'étais seule. J'arrivais moi seule alors que en contrepartie, Solim et Mélanie étaient déjà en partenariat, avaient la possibilité de brasser des idées puis de voir comment ils se positionnaient, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était difficile quand j'arrivais dans les conversations parce qu'il y a une partie de ma pensée qui n'était pas toute, dans le fond, développée puis que j'avais envie un peu de développer à eux autres dans cet esprit de confiance-là. Donc, ça mettait un peu de bruit dans la négociation. Donc, ça a été confrontant pour moi. Puis aussi, je suis une fille humaine, je suis pas une fille de chiffres, tu sais. Puis dans une négociation, mais il y a des chiffres, puis tu peux pas t'en sortir, c'est là. Fait que ça a été confrontant pour moi, ça aussi, de vraiment faire cet effort-là, d'aller quantifier des choses, puis d'amener une rigueur dans ces discussions-là entourant les éléments plus financiers de la transaction. Mais ça m'a beaucoup déstabilisé comme processus, mais ça s'est fait de façon vraiment extraordinaire dans un climat de confiance qui était extrêmement plaisant, favorable et qui se poursuit. Tant mieux, excellent. Peut-être une dernière question, Julie.
Des gens qui demandent si tu offres du coaching pour nouveaux entrepreneurs. Ben oui, on a la formation, le coaching aussi, je pense. Oui, il y a plein de différentes ressources pour vous autres. Dans le cadre de la formation, le cours est monté un peu comme, en fait, j'ai ma touche de coach qui est dans le cours, c'est très interactif, il y a beaucoup de réflexions, puis j'offre toujours la possibilité à mes étudiants de venir échanger avec moi, soumettre des questions ou autres. Sinon, mais oui, j'ai une pratique de coaching. Les nouveaux entrepreneurs font partie de cette clientèle-là. Donc, facile de me rejoindre à Julie à boostolab.com. Excellent. Oui. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Julie. Avant de conclure, peut-être justement un petit mot sur la formation en tant que telle que l'École des entrepreneurs du Québec offre actuellement. Ben, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site web eequebec.com pour en savoir un peu plus, puis trouver les informations pour nous contacter si vous voulez plus d'informations. Mais je peux vous dire que cette formation-là, si vous êtes dans un processus d'achat d'entreprise, mais vous ne maîtrisez pas les instruments, soit juridiques, financiers d'un processus de reprise, c'est une formation qui est vraiment adaptée pour vous. Ou vous êtes dans un contexte d'achat au niveau d'une franchise, par exemple, ou tout simplement vous êtes un gestionnaire, comme je pense une bonne partie d'entre vous ce midi êtes aussi, pas nécessairement dans un contexte d'acquisition, ben peut-être vous allez devenir un repreneur plus tard, mais vous allez chercher ces compétences-là évidemment en gestion parce que comme le si bien mentionné Julie aujourd'hui, ça prend beaucoup effectivement de ces compétences-là pour pouvoir s'adapter dans ce type de démarche-là et d'environnement nouveau que vous allez découvrir. Alors, je m'arrête là-dessus. Peut-être Julie voudrait... Oui, je t'en prie. En fait, ce qui est intéressant, comme prof, dans le fond, comme enseignante au programme, j'avais accès au matériel général de mes collègues. Donc, je vous avoue que je suis allée fouiller du côté de la comptabilité, avec le cours, etc. Dans mon processus, aussi avec Frédéric Lebel, dans le processus d'acquisition, je suis allée m'informer, je suis allée tirer des choses extrêmement utiles pour moi dans ce que mes collègues présentent et très fondées sur leur expérience aussi. Fait que très riche aussi. Je trouve qu'il y a une belle dynamique aussi entre les profs qui crée beaucoup de valeur pour les étudiants. Oui, puis je pense aussi qu'il y a un bénéfice assez indéniable par rapport au réseautage que ça permet de créer, nous, comme entrepreneurs fondamental, d'avoir cet accès-là, autant au niveau de professionnel que des opportunités qui peuvent s'offrir à vous en termes de... Nos invités sont très généreux aussi. On a quelqu'un qui a fait tout un processus de reprise, qui a fourni toute la boîte à outils, les lettres types d'offres, etc., qui avait fait hyper généreux. Les gens qui passent une heure à échanger questions-réponses, qui offrent même de se rendre disponible pour les étudiants par la suite. Fait que oui, à ne pas négliger au niveau du réseautage, tout à fait. Ben, excellent. Alors, on va arriver au mot de la fin déjà. Ben, écoutez, merci à tout le monde d'avoir généreusement pris cette heure de lunch à l'intérieur avec nous. Mais d'abord, merci Julie aussi, évidemment, de ta générosité puis d'avoir partagé ton expérience et ton expertise avec nous ce midi. Ça donne le goût, je pense, d'en savoir plus sur le leadership, mais aussi évidemment sur le programme que nous offrons ici à l'École des entrepreneurs du Québec. Vous voyez à l'écran aussi comment nous rejoindre à travers les différents canaux, médias sociaux et sites web. Donc, n'hésitez pas à consulter nos communications pour découvrir nos activités futures. Alors, sur ce, ben, avant de quitter, encore une fois, un petit rappel, n'oubliez pas d'aller compléter le sondage d'appréciation. On a besoin de votre feedback. En échange, on vous offre un guide gratuit, comment demander et recevoir du feedback. Qu'on va vous faire parvenir dans les 24-48 heures. Cette présentation-là aussi a été enregistrée, donc si vous souhaitez la réécouter à votre rythme, à votre convenance aussi, on vous donnera aussi cet accès-là dans les 24-48 heures. Donc, ce sera sur le site de l'École des entrepreneurs du Québec. Alors, au nom de l'équipe de l'École, Julie, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps, tout le monde. Bonne chance et bonne poursuite, bon succès avec le reste. Et je vous remercie à mon tour et puis je vous souhaite une belle après-midi, un bel été. Merci beaucoup.